Aujourd'hui, nous allons parler des personnages. Souvent, ce qu'on garde comme souvenir d'un livre, c'est le personnage principal, ou les personnages qui peuplaient le livre. Euh, L'empreinte des personnages est très très forte chez les lecteurs. Et pour l'écrivain, c'est plus qu'une empreinte. C'est comme un guide, le personnage. Si à un moment le personnage finit par vous emmener lui-même là où il doit aller et non pas là où vous voulez qu'il aille, ça veut dire que vous êtes en train de devenir un vrai romancier, vous lâchez prise, vous obéissez aux êtres de fiction qui ont, ça y est, enfin leur autonomie. Ils vous échappent. Vous êtes le docteur Frankenstein dont la créature est enfin vivante et vit par elle-même. Et tant pis si elle fait des conneries. Alors, c'est très important le personnage parce que le lecteur va plus facilement s'identifier à un personnage qu'à une situation ou qu'à un événement. Le vrai support d'une lecture, c'est le personnage. Et alors, il faut que le personnage soit un personnage fascinant, passionnant. C'est-à-dire, il faut que le personnage ait en lui des tensions, voire des contradictions, qui le rendent épais. J'ai envie de prendre comme exemple de ce qu'est une tension, une contradiction fascinante. J'ai envie de prendre un exemple dans tout à fait autre chose que la littérature, mais dans le cinéma. Qu'est-ce qu'une star au cinéma? C'est quelqu'un qui fascine. Ben, j'ai envie de prendre deux exemples. Par exemple, dans le cinéma des années 30, Greta Garbo, ou dans le cinéma des années 70-80 en France, Catherine Deneuve. Qu'est-ce qui rend fascinante ces actrices? Une tension intérieure. Prenez Greta Garbo. Greta Garbo, c'est un physique de marbre. C'est une espèce de beauté classique, avec une peau parfaite, une taille haute. Voilà, une statue de marbre. Et quand on la voit à l'écran, qu'est-ce qu'on voit? Un espèce d'oiseau qui va s'écraser à chaque instant parce qu'elle est comme maladroite, elle est comme gênée par son corps, elle ne se rend pas compte qu'elle est une statue sublime, elle n'a aucune conscience de sa beauté. Et ce contraste entre un physique de statue et un comportement de chair fragile fait la fascination de Garbo à l'écran. Autre exemple, Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, si on la regarde en photo, c'est une beauté lente, parce que c'est une beauté équilibrée. Euh, et c'est une beauté polissée. Et puis, vous la voyez à l'écran, il y a toute autre chose qui se passe. Son débit est extrêmement rapide, sa voix a une grande vivacité et bouge tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un contraste entre la lenteur de sa beauté et le rythme trépidant de sa vie intérieure. Et c'est ça qui fait la star. C'est cette tension entre des éléments contradictoires. Alors, un personnage, vous devez le construire comme ça. Pour qu'il soit fascinant, il faut qu'il ait cette tension entre des éléments qui ne vont pas ensemble d'ordinaire. Donc, un bon ne devra jamais être complètement bon. Un méchant ne devra jamais être complètement méchant. D'ailleurs, franchement, réfléchissez. Est-on méchant volontairement? Grande question philosophique. Platon disait que non, nul n'est méchant volontairement. Il y a des raisons pour lesquelles on est méchant. Donc, dans votre méchant, cherchez toujours aussi la faille qui fait qu'il est devenu comme ça. De cette façon, vous créerez à la fois une antipathie pour ce méchant et en même temps une vraie sympathie pour ce méchant. Et donc, votre lecteur pourra osciller entre la fascination et la répulsion. Et c'est ça qui crée le sentiment passionné qu'on a pour un livre. Vous devez tout savoir de votre personnage. À la limite, vous devez constituer une sorte de fiche d'état civil, d'état psychologique, d'état intellectuel et historique de votre personnage. Savoir où il est né, où il a été élevé, quelle est sa famille, quel est son milieu, quel est son niveau de langue, quel est son niveau d'études. Vous devez, si possible, le visualiser. Son physique est-il massif, pas massif, est-il grand, est-il petit, comment est son visage, etc. Attention, vous devez tout savoir, mais vous ne direz pas grand-chose.
où vous direz les choses quand elles seront utiles. Il n'y a rien de pire qu'un roman, et j'en lis beaucoup, où on voit tout d'un coup arriver un personnage, et hop, l'affiche du personnage. Non, 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 non. Les informations sur le personnage doivent arriver quand le lecteur en a besoin, et quand elles sont utiles. Mais vous devez tout savoir, et vous ne direz jamais tout de ce que vous savez du personnage. C'est si vous savez plus de choses que vous n'en dites dans le livre que votre personnage aura de l'épaisseur. Un être humain, c'est fait aussi de zones de secret, de zones de mystère, de zones inaccessibles. Il faut que vous travailliez avec cela aussi. Un être qui se donne tout entier est un être qui nous repousse. Parce qu'il y a quelque chose presque d'obscène dans l'exposition totale de ce qu'est un être. La fascination et la séduction d'un être vient de ce qu'on ne sait pas tout de lui et qu'il y a des zones de repli, des zones de silence et des zones de secret. Alors, ayez toujours conscience de ça. Ne livrez pas vos personnages en pâture et ne faites pas non plus un exercice d'état civil. Vous n'êtes pas un espion qui fait la fiche du personnage, vous êtes un romancier qui essaye de rendre passionnant son histoire. Votre personnage doit être à la fois prévisible et imprévisible. Votre personnage doit être prévisible parce que le lecteur doit avoir l'impression de le connaître et de savoir par quoi il est mu, ce vers quoi il va. Donc le lecteur doit attendre des choses de ce personnage. Donc c'est pour ça que le personnage doit être en partie prévisible. Mais en même temps, il n'est intéressant que s'il est aussi imprévisible. C'est-à-dire que tout d'un coup, le lecteur va être non pas déçu dans son attente, mais en suspension, surpris, en suspense, et se dire mais que se passe-t-il ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Donc, ayez bien conscience de ça. Toujours cette souplesse entre le prévisible et l'imprévisible. Votre personnage, vous ne devez pas tout en dire. Jamais. Par exemple, souvent, dans les manuels d'écriture, on vous dit que vous devez décrire physiquement le personnage. Je ne pense pas que c'est juste. Par exemple, dans La Princesse de Clèves, le duc de Nemours, qui va fasciner la princesse de Clèves, on dit simplement c'était le plus bel homme de la cour. Bon, chacun imagine ce qu'est le plus bel homme de la cour. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'explique qu'il est brun, qu'il a les yeux verts. D'ailleurs, à la limite, peut-être que ça ne correspondrait même pas à mes canons de beauté si on me précisait en quoi si on précisait ce qu'est Monsieur de Nemours. Ce qui compte, c'est qu'il soit beau et l'effet qu'il fasse. Donc, voilà, personnellement, je suis absolument contre l'exhaustivité physique. Il faut donner des éléments saillants, des éléments qui vont permettre d'accrocher l'attention sur le personnage, lui permettre de saisir comment il est perçu par les autres. Et puis, vous donnerez des informations sur son physique quand ce sera utile. Vous donnerez des informations sur ses aspirations quand ce sera utile. Donnez le minimum au départ. Encore une fois, l'exhaustivité est à éviter. L'exhaustivité, c'est le secret de l'ennui. Il y a aujourd'hui une école de l'exhaustivité, c'est une école anglo-saxonne où, à cause justement des cours d'écriture, on vous explique qu'il faut tout savoir du personnage et presque tout dire. Non, très sincèrement, non. Si vous regardez de grands chefs-d'œuvre de la littérature, ce n'est absolument pas le cas. Cette exhaustivité, c'est simplement une manière de remplir la page, une manière de remplir le cahier des charges, une manière de bien réussir son cours d'écriture. Je crois que vraiment, vous devez être libre par rapport à tout ça. Surtout, ne soyez prisonnier d'aucun académisme et d'aucune école, même pas la mienne. Vous devez aussi bien gérer les secrets de vos personnages. Et je dirais même que vous n'êtes pas obligé de tout dire. D'abord, un personnage ne sait pas tout de lui. Il y a des angles morts, pas seulement dans la conduite automobile, mais dans la narration, il y a des angles morts, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ne saisissent pas une partie d'eux-mêmes, qui n'ont pas conscience d'une partie de ce qu'ils sont. D'ailleurs, dans la vie aussi,
rencontre beaucoup de gens qui sont absolument ignorants de leurs obsessions, de leurs penchants, de leur zone d'ignorance. Et donc, c'est très intéressant de garder des angles morts. Mais il y a aussi des zones d'ombre. Et je dirais même que parfois, une histoire peut être faite entièrement autour d'un personnage qui reste totalement obscur. Je citerai deux exemples. Une nouvelle de Melville, vous savez, Melville, le grand auteur américain, l'auteur de Moby Dick. Il a écrit une nouvelle qui s'appelle Bartleby. Et Bartleby, c'est un personnage totalement insignifiant, totalement incompréhensible, qui est employé dans un bureau, qui ne dit rien. Et quand on le met en face de ses tâches ou d'une erreur qu'il a faite et quand on lui demande de réaliser quelque chose, il dit simplement « je préfère ne pas ». Je préfère ne pas. Il n'y a rien de plus passionnant que ce personnage totalement opaque qui dit « je préfère ne pas ». Et j'ai un autre exemple, c'est un roman d'un auteur des années 30, Pierre Benoît, qui s'appelle Mademoiselle de la Ferté. Lisez-le, et vous verrez que jusqu'à la fin, vous ne saurez pas pourquoi Mademoiselle de la Ferté se comporte comme elle se comporte. Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle se venge? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Quelles sont ses intentions? On ne le saura jamais. Et on referme le livre plein de ce personnage parce qu'il a la densité des êtres que l'on rencontre dans la vie. On ne sait pas tout d'eux. Vous avez votre personnage principal ou vos personnages principaux et puis des personnages secondaires, des personnages qui vont être utiles sur le chemin de votre histoire. Harmonisez-les. Harmonisez-les, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne se confondent pas, mais qu'au contraire, ils s'éclairent les uns les autres par leurs différences ou même par leurs similarités. Mais là, soyez très précis. Et accordez la même attention aux personnages secondaires qu'aux personnages principaux. Les personnages secondaires ont une fonction dans l'histoire, mais ils ne doivent pas être réduits à cette fonction. Il faut qu'ils aient eux aussi des caractéristiques, des contradictions, des tensions intérieures. Et si possible, choisissez des tensions intérieures qui servent votre histoire, c'est-à-dire qui illustrent votre propos principal aussi. Donc, harmonisez vos personnages. Ensuite, nommez vos personnages. Et là, j'avoue que ce n'est pas toujours facile de trouver le nom de ces personnages. Il m'est arrivé d'écrire la moitié d'un livre avec un nom dont je savais qu'il n'était pas le bon. Je me disais, bon, allez, je trouverai. Puis un jour, on trouve. Alors, certains prétendent qu'ils cherchent leur nom, que ça n'a pas d'importance et qu'ils cherchent leur nom, par exemple, dans l'annuaire téléphonique. Simone de Beauvoir disait cela. Elle prenait la liste de ses anciens élèves ou elle prenait l'annuaire téléphonique. Et puis Borges, je prononce très mal l'espagnol, je suis désolé, Borges, le grand écrivain argentin, disait que lui, il prenait les noms des membres de sa famille pour les faire passer à l'éternité dans ses récits. Ça, excusez-moi, c'est ce que j'appelle du pipeau. C'est-à-dire que si vous prenez une page de l'annuaire pour chercher un prénom, il n'en reste pas moins qu'à un moment, vous allez vous arrêter sur un prénom en disant « c'est celui-ci ». C'est-à-dire qu'en fait, on ne donne pas n'importe quel prénom et n'importe quel nom à un personnage. Il faut que son nom et son prénom expriment quelque chose du personnage. Si vous avez un personnage extrêmement simple et que vous lui donnez un prénom extrêmement compliqué, ça ne marchera pas. Si vous avez un personnage extrêmement lumineux et que vous l'appelez Belzébuth, ça ne marchera pas non plus. Ou alors, vous jouez avec ça. Donc, n'importe quel prénom ne correspond pas à n'importe quel personnage. Donc, même les gens qui prétendent choisir au hasard ne choisissent pas au hasard. Il y a un moment où ils disent « c'est ce prénom-là ». Si vous appelez un personnage Virginia, c'est parce qu'il y a Virgine, vierge, derrière. Donc, vous allez jouer avec ça, soit parce que c'est un personnage extrêmement sexuel, soit c'est un personnage qui ne l'est pas du tout. Mais vous savez que vous mettez la sexualité dans le prénom de votre personnage. Donc, véritablement,
les mots déploient un imaginaire. Et nom et prénom déploient tout un imaginaire. Par exemple, moi, dans une de mes pièces, Variations énigmatiques, j'ai appelé l'écrivain, prix Nobel, etc., qui est le personnage central de la pièce, Abel Znorko. Et pourquoi? Parce que c'est l'écrivain complet de A à Z, Abel Znorko. Et il me semblait que c'était une manière de dire son emprise totale sur le langage. Il m'est arrivé une autre histoire qui est assez éclairante. Dans une de mes pièces, Le Visiteur, il y a un personnage qui est peut-être Dieu. Et en même temps, on cherche dans cet immeuble un fou qui s'est échappé de l'asile, qui est peut-être lui. Et à un moment, il faut nommer ce fou. Je l'appelais Walter Oberseit. Ça m'est venu comme ça se passait en Allemagne, il fallait que je lui donne un nom allemand. Et puis, la pièce se joue et une de mes amies d'enfance, qui s'appelle Oberseiter, m'approche et me dit « Oh, tu as bien choisi son nom. » Je lui dis « Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est un nom qui est proche du tien, il s'appelle Oberseit et tu t'appelles Oberseiter. » Et elle me dit « Non, parce que Oberseit en allemand, ça veut dire qui se tient au-dessus. » Je sais l'allemand. Je l'avais oublié le temps d'écrire la pièce et en fait, j'avais choisi le nom qui pouvait être un nom de Dieu, celui qui se tient au-dessus. Mais c'était peut-être l'autre nom de Dieu, le fou qui s'est échappé de l'asile. Donc, il y a toujours une raison, une bonne raison de trouver un nom. Et vous pouvez écrire votre roman en se disant « J'ai pas encore trouvé le nom viendra. Le nom viendra. Un jour, vous aurez le nom juste. » Après, vous devez accorder les noms ensemble. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a 3 sœurs, vous n'allez pas leur donner des prénoms semblables. S'il y a 3 sœurs, vous n'allez pas les appeler Agathe, Aïda et Anna. Il faut absolument prendre des noms qui commencent par des lettres différentes ou qui ont des sonorités différentes. Ne les appelez pas non plus Cathy, Daisy et Annie. Donc, pareil pour les noms propres. Ne prenez pas comme personnages principaux de votre roman un monsieur Spielmann en face d'un monsieur Zegelmann. Vraiment, ayez conscience que le nom est le visage de la diversité de vos personnages et qu'il porte votre personnage à l'avant. Une fois que vous avez baptisé votre personnage, vous n'avez pas totalement fini votre travail encore sur le nom du personnage parce qu'il faudra désormais prendre garde à toujours bien nommer le personnage de la même façon pendant le livre. Ça vous paraît stupide ce que je dis? Écoutez, si votre personnage s'appelle Ursula Martin, eh bien, ça ne fait pas le même effet si dans le livre, vous parlez d'elle comme de Madame Martin ou de Ursula. Parce que vous voyez bien que le vocable Martin désigne quelque chose de très banal et que Ursula désigne quelque chose d'un peu plus pointu, aigu, barbelé. Donc, ne passez pas de Madame Martin à Ursula dans une même page. Gardez une façon de nommer vos personnages. Après, bien sûr, les autres personnages dans le dialogue pourront l'appeler soit Madame Martin, soit Ursula. Et là, cela aura un sens. Mais pour la clarté ainsi que pour la signification de vos personnages, que le narrateur ne nomme son personnage que d'une seule façon. Autrement, vous allez perdre votre lecteur. Votre personnage va vivre dans son histoire et surtout ce qui est important, c'est qu'il vive. Vous devez le montrer, votre personnage, pas l'expliquer. Vous devez le faire avancer dans des scènes, dans des séquences, dans des actions. Par exemple, un personnage qui a la faiblesse d'être toujours d'accord avec le dernier qui a parlé, ne dites pas « il était d'accord avec le dernier qui parlait ». Montrez de scène en scène et de façon drôle qu'au fond, ce personnage est toujours d'accord avec la dernière personne. Encore une fois, il ne faut pas donner la fiche du personnage, donner la synthèse du personnage, il faut donner la vie. La synthèse, c'est autre chose. Ce sont des notes, ce sont des fiches. Ensuite, dans la vie du personnage, privilégiez l'évolution. Mais attention, n'allez pas jusqu'à la métamorphose, sauf si c'est le sujet de votre livre, la métamorphose. C'est-à-dire un personnage peut évoluer, mais aucun personnage ne peut changer du tout au tout, soit après un événement,
soit après une révélation, soit après une rencontre. Non. Par exemple, un avocat alcoolique, marron, cynique, dépressif, peut tout d'un coup être touché par un cas humain et peut sortir de son cynisme et essayer de défendre cette personne, mais il va pas cesser en même temps d'être alcoolique, de se comporter mal, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est que tout d'un coup, quelque chose change dans un individu et se répare, mais le reste continue. Et il y aura du coup un déséquilibre intime qui va faire partie de l'épaisseur de son chemin. Donc voilà, privilégiez toujours les évolutions, méfiez-vous des changements et refusez les métamorphoses. Ensuite, n'écoutez pas ce qu'on vous dit sur les personnages sympathiques ou les personnages antipathiques. J'ai feuilleté quelques méthodes d'écriture et j'ai vu que toujours on vous explique que votre personnage soit sympathique. Mais d'abord, tout le monde n'est pas sympathique à tout le monde. Je veux dire, on a tous rencontré des personnages qui nous étaient antipathiques alors que ces personnages étaient sympathiques à notre entourage. On n'a pas la même conception. Et puis je crois surtout quand un personnage est antipathique, c'est qu'il n'est pas assez divers et miroitant et varié pour attirer la sympathie. Si vous créez des personnages qui ont des différentes couleurs, ils pourront être sympathiques même s'ils ont des aspects antipathiques. Et puis vous savez, dans sympathique et antipathique, il y a quand même aussi beaucoup d'éléments culturels. Juste une anecdote. Quand je suis allé faire une tournée aux États-Unis pour la sortie d'un de mes livres, Odette Tout le monde et autres histoires, un livre de nouvelles, il m'est arrivé une chose absolument incroyable. J'étais donc devant le public en train de parler avec un journaliste ainsi que deux autres écrivains. Nous étions trois à être interrogés. Et tout d'un coup, ce journaliste me dit alors vous, vraiment, j'ai lu votre livre, j'ai jamais trouvé des personnages aussi antipathiques dans tout ce que j'ai jamais lu. Alors, j'ai cru que mon anglais me trahissait, que j'avais pas compris ce qu'il me disait, et puis il m'a répété, non, vos personnages sont extrêmement antipathiques. Et alors je lui dis, écoutez, je suis très surpris parce que à la limite, même mes détracteurs, parce que tout le monde en a, même les gens qui ne m'aiment pas disent que peut-être mon défaut, c'est que mes personnages sont plutôt sympathiques et pas du tout antipathiques. Et il me dit, oh, mais c'était impossible de dire une chose pareille. Je lui dis, expliquez-moi en quoi mes personnages sont antipathiques. Et il me dit, bah par exemple. Tous les hommes mentent et les femmes trompent leur mari. Alors évidemment, j'ai éclaté de rire. Tout d'un coup, j'ai été jugé par un puritanisme et par une hypocrisie aussi. Et c'est là que je me suis dit, mais vraiment, on ne doit absolument jamais écouter ce qu'on appelle sympathique ou antipathique. Il faut que les êtres miroitent. Et si quelqu'un ne peut pas vous suivre, et si quelqu'un trouve vos personnages antipathiques, eh bien, tant pis pour lui. Il y a des gens ce même critique américain, je pense, ne supporterait pas de lire Les Liaisons dangereuses de Laclos, parce que les deux personnages principaux, Madame de Merteuil et Valmont, sont, alors pour lui, profondément antipathiques, puisqu'ils sont des libertins qui passent leur temps à tromper tout le monde. Eh bien, tant pis. Heureusement que Laclos n'a pas écrit son livre pour ce critique américain, mais qu'il a osé nous montrer la complexité et de Merteuil et de Valmont, parce que si on lit le livre, on va voir que Valmont est un cynique qui va connaître l'amour, ça va le bouleverser, et Madame de Merteuil est au fond une femme blessée, et c'est ce qui la rend aussi mauvaise. Et c'est cela qui est intéressant. Donc, méfiez-vous de tout ce qui est consensuel, méfiez-vous de ces déclarations univoques sur le sympathique et l'antipathique. Donc, vous devez, pour présenter vos personnages, à la fois être clair et ambigu, rendre le personnage à la fois prévisible et imprévisible, savoir beaucoup de choses de lui, mais en dire assez peu, ou en tout cas de façon opportune, au bon moment. Surtout, ne faites pas de personnages simples ou parfaits, ou encore moins, ne faites pas des personnages qui seraient au service de l'écrivain que vous êtes. Un personnage doit avoir sa propre densité, ce qui peut vous arriver de mieux. Vraiment, et ce que je vous souhaite, c'est que tout d'un coup,
le personnage devienne autonome, vive par lui-même, et vous indique lui-même ce qu'il doit vivre et comment il appréhende les situations. Quand vous perdez le contrôle sur le personnage, vous avez réussi. Ça veut dire que la vie est entrée dans votre livre, que votre créature vit par elle-même et que c'est gagné. Donc surtout, ne tapez pas sur le personnage pour le faire mourir, pour qu'il vous obéisse. Obéissez-lui à ce moment-là. Là, vous serez dans une vraie réussite. Je vous propose plusieurs exercices. D'abord, de travailler la notion de personnage en prenant un de vos proches et en voyant comment il pourrait être un personnage dans un roman. Et à partir de la figure de ce proche, voir où sont les lignes de tension, où sont les oppositions, où sont les contradictions qui rendent ce proche intéressant. Quelles sont les failles qu'il essaye de réparer? Quels sont éventuellement des secrets sur lesquels se sont construits des actions et des engagements? Travailler de façon romanesque la figure de quelqu'un qui est proche de vous. Essayez de cerner aussi les angles morts, c'est-à-dire ce que vous avez compris de la personne, mais que la personne elle-même n'a pas compris d'elle-même, ce que la personne ne sait pas d'elle-même. Et évidemment, ce dont elle peut être éventuellement victime, car on est toujours victime de son ignorance. Donc, travaillez un de vos proches comme un personnage de roman. En plus, je crois que vous aimerez encore plus ce proche une fois que vous aurez fait cet exercice. Un autre exercice. Prenez votre roman préféré et renommez les personnages. Et voyez si ça marche. Ça va vous permettre de comprendre ce qu'est vraiment le nom d'un personnage. Prenez d'abord des noms très très lointains pour les personnages, rendez-vous compte de ce que ça dégage, puis rapprochez-vous, et essayez de trouver finalement un bon équivalent. En faisant cet exercice, vous allez vraiment apprendre à nommer les personnages. Et je vous propose un dernier exercice, c'est d'imaginer ce que pourraient être des personnages à partir d'un seul nom. Par exemple, écrivez une page sur un personnage qui s'appellerait Adriana Pittelberg. Adriana Pittelberg. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et imaginez ce que serait un personnage qui s'appellerait Bob Trump. Monosyllabe, élémentaire, simple, sommaire. Bob Trump.